et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 juin. Je viens vous voir pour vous faire un update de ce que j'ai lu et ce que je suis en train de lire. Ces derniers jours, j'ai un petit peu fait baisser ma thyroïde, ma palle, donc je vais vous montrer tout ça. Avant de repartir de Paris, j'ai écouté Love Me Tender de Constance Debray que j'avais trouvé à Book Off pour 4,50. Et ici, Constance Debray va nous parler de son expérience, de sa découverte de l'homosexualité ou du moins de sa célébration. Dans ce livre, elle va notamment parler de la difficulté d'avoir la garde de son enfant, de son fils lorsqu'il est tout jeune, il a une dizaine d'années. Et il y a donc cet enchaînement de procès avec son ex-mari. Et elle est en train de changer d'appartement, de prendre un tout petit studio pour pouvoir se loger, puisque elle n'a plus forcément la possibilité d'avoir un grand appartement de la rive gauche dans ce luxe qu'elle pouvait avoir auparavant. Elle découvre beaucoup sa sexualité avec divers partenaires et s'est entrecoupée de rendez-vous avec les services sociaux, avec les avocats, avec son enfant, avec ses rencontres dans les foyers qui hébergent son enfant, ou du moins où elle a le droit de le rencontrer. C'est une écriture assez brute, assez crue. Elle a le mérite d'aller droit au but, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est un livre qui m'a plu pour autant? Eh bien écoutez, j'ai du mal à me positionner. Je ne pourrais pas dire que ça ne m'est pas plu, je ne pourrais pas dire que ça n'a pas d'intérêt. Mais pour autant, j'ai trouvé ça très autocentré, très égocentrique. Est-ce que c'est un roman? Là encore, c'est une autre question. C'est surtout une autobiographie, si on veut. J'ai un peu envie de dire que c'est une grandeur et décadence de cette bourgeoisie qui se rend compte qu'elle n'est pas totalement encline au code auquel elle a été confrontée toute sa vie. J'ai pas particulièrement aimé sa plume. La manière dont elle traite ses partenaires m'a un petit peu dérangée. Si vous l'avez lu, je pense que vous saisirez. Mais à la fin, elle explique qu'elle a une relation actuellement avec une femme qu'elle dénominera par S. Et je vous cite, juste pour vous donner un ordre d'idée de la manière dont elle conçoit ses relations. Et peut-être que chez moi, ça sera chez nous, puisqu'on parle d'avoir un appart S et moi. S, c'est la nouvelle. Ça fait 4 mois qu'on se voit. C'est depuis que j'ai décidé de ne plus trop penser à Paul que ça bouge comme ça avec elle. Je trouve ça bien, quelqu'un qui m'aime. J'ai réfléchi. Il n'y a pas 36 solutions. Dit comme ça a l'air de rien, mais ne serait-ce que le fait de dire « c'est la nouvelle », c'est comme si ça n'avait de cesse de changer constamment, et j'ai un peu la sensation qu'elle est instable dans cette homosexualité qu'elle tente de célébrer, mais qu'elle n'arrive pas tellement à trouver sa place. Je sais pas trop encore comment me positionner, j'avoue que la plume m'a un petit peu dérangée dans le regard qu'elle attribuait à ses partenaires, encore une fois. Donc je vais attendre un petit peu pour me faire une opinion très tranchée. Et je suis relativement circonspecte. Ensuite, ce matin, j'ai lu un autre livre, ou du moins je l'ai écouté. Ce dernier est là aussi très très court. Il s'agit de Une femme de Annie Ernaux, qui est ici dans une édition France Loisirs que j'avais dû trouver en brocante, à mon avis. Dans Une femme, Annie Ernaux va revenir sur le parcours de sa mère, notamment en fin de vie, lorsqu'elle est atteinte d'Alzheimer. En fait, dès le début du livre, la mère d'Annie Ernaux décède et elle va retracer son existence d'avant qu'elle ne se mette avec son père jusqu'au moment où ils seront ensemble, où ils changent de ville pour ouvrir leur fameux débit de boissons et de tabac, leur épicerie en somme, où Annie Ernaux a vécu une partie de sa vie à Yvetot. Et elle va montrer à quel point cette femme, sa mère, qui était d'une condition plus ou moins prolétaire, avait pour ambition de faire partie de la bourgeoisie. Et elle n'y a jamais touché. C'était quelqu'un qui voulait tout de même apprendre. Et elle enviait aussi cette condition que sa fille a réussi à attraper et à célébrer. Et elle l'a, sans trop le montrer, encouragée. Si vous avez vécu un épisode de votre vie qui est assez similaire avec ce que Annie Ernaux raconte, si vous avez des proches qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, ça ne pourra que vous toucher, que vous rappeler des instants. Et c'est un témoignage qui est très émouvant. Et Annie Ernaux est vraiment à la quintessence de ses écrits dans ce livre. On a l'impression de la voir transparaître dans ce portrait de femme qu'elle nous donne. Je vous le conseille. Il est très court. Dans cette édition, il fait même pas 100 pages. En audio, il doit faire 2 heures. Je vous le conseille très grandement.
Donc ça c'était pour les livres que j'avais en physique et que j'ai terminé aujourd'hui et hier matin. Hier soir pour le coup, ou ce matin je ne sais plus, j'ai terminé Ghost de Dolly Alderton qui va paraître en français très prochainement. Dans ce livre on suit une femme qui s'appelle Nina si je ne m'abuse et qui tombe amoureuse d'un homme qu'elle aura rencontré sur Lynx, je crois, qui est une sorte de Tinder, une appli de rencontre en somme. Et lors de leur premier rendez-vous, Max lui dit qu'il a envie de se marier avec elle, enfin il fait un peu du love bombing, et du jour au lendemain, Max disparaît. Il la ghost, comme l'indique le titre du livre. Et Nina sera tombée très amoureuse de lui. On va la voir dans ses déboires amoureux, entrecoupée de la maladie d'Alzheimer de son père qui devient de plus en plus préoccupante. C'est pas du tout un thème que j'ai envie d'amener dans une vidéo ou quoi. Sans faire exprès, je suis tombée sur 2 livres qui parlaient de la maladie d'Alzheimer. Pour le coup, c'est peut-être le seul point qui est plus ou moins intéressant et bien traité. J'ai pas du tout accroché à la plume fictionnelle de Dolly Alderton. Autant j'avais trouvé beaucoup de légèreté dans Everything I Know About Love, mais là, ça m'a pas du tout capté, ça m'a pas du tout touché. J'ai pas accroché à la personnage principale. Max était quelqu'un d'assez énervant et pour tout dire, la relation entre les personnages l'était tout autant et j'avoue que les dernières pages je les ai vraiment survolées parce que ça m'a un peu saoulée et la conclusion n'était pas satisfaisante pour autant. Même si vous avez aimé Everything I Know About Love, je ne vous le conseille pas tant. L'autre livre que je lis sur NetGalley depuis quelques jours, il s'agit de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, le dernier livre de Clara Hérault qui vient tout juste de paraître, où on va suivre le parcours de 2 sœurs qui se retrouvent en vacances où elles ont l'habitude d'aller depuis des années chez leur grand-mère. Il y en a une qui est plus ou moins la figure de la rebelle et l'autre de la fille bien rangée. Ça ne m'accroche pas autant que dans nos plus belles années, mais la plume est tout de même assez fluide et ça me permet d'avancer. Ça me permet de souffler, j'avoue que là je suis encore en correction de mémoire et c'est d'ailleurs ce pourquoi je vais bientôt vous laisser, mais ça me permet de lâcher un petit peu la bride et de poser un peu mon esprit. Je vais terminer ce plan en vous parlant d'un autre livre que j'ai terminé hier, Cathy de Michael McDowell, que j'écoutais encore une fois avec NetGalley. Ça a été extrêmement divertissant. Michael McDowell, je n'ai jamais lu d'autres livres de lui, je n'ai pas entamé les Blackwater, ce n'est pas du tout une intrigue qui me donnait envie. Cathy, pour le coup, avait un plot qui m'intéressait d'autant plus. Ici, on va donc suivre Philo, qui est une petite fille, une adolescente, qui est dans la précarité avec sa mère dans les années 1800. Il s'avère que son grand-père est menacé par une famille qui a une petite fille qui s'appelle donc Cathy, comme l'indique le titre du livre. Et Cathy est assez étrange, on va dire que ça frôle l'ésotérisme, elle est plus ou moins voyante et elle est très avide de pouvoir et surtout d'argent. Et il se trouve que ce grand-père possède une certaine fortune. Sur son lit de mort, il lèguera cet argent à sa petite fille, sauf que il est tout à fait probable que Philo essaye de s'en emparer. Et on va être dans une épopée pour que Philo arrive à survivre face à la famille de Cathy. J'ai été très satisfaite, très divertie et très prise par cette écoute de Ariane Brousse, que j'avais déjà entendue notamment dans mon écoute de la carte postale que j'avais beaucoup aimée. Elle a très bien mené l'intrigue, c'est-à-dire qu'on a des dialogues où elle prend la voix d'autres personnages, parfois même masculins, et que c'est très bien fait, que ça ne semble pas forcé. Il y a une notion de bien et de mal qui est assez brouillée à la fin du roman. J'ai été un peu frustrée par l'épilogue. J'avais une envie bien précise, ou du moins j'aurais aimé que le roman se finisse autrement. Et ce n'a pas été le cas, mais pour autant je n'ai pas été trop déçue comme ça peut l'être. Donc ça a été une très belle découverte. Et peut-être que je me tenterai à d'autres livres de lui. Sur ce, je vais vous laisser parce que là je suis en train de cuire étant donné qu'il fait presque 30. On se retrouve dans le plan suivant où je vous parlerai du livre que j'ai entamé depuis quelques jours, si ce n'est quelques semaines. À la base pour un vlog que vous ne verrez pas sur la chaîne puisque c'est un vlog que j'ai décidé d'annuler. Mais ça je vous en parle tout à l'heure. Je vous retrouve et je reviens bien plus tard que ce que je n'avais prévu, mais je vous avoue qu'avec les récents événements, autrement dit les législatives de dimanche, j'ai été un petit peu décontenancée. Il y a également la fin de la correction de mon mémoire qui m'a pris du temps et je peux enfin annoncer qu'il a été envoyé
et que mon chargé de mémoire a reçu la version définitive de cet écrit. C'est fou de voir le travail fini. Je pensais pas rédiger autant. J'ai finalement terminé avec 150 pages, ce que je pensais pas être le cas, ce que je ne pensais pas être réalisable. Et tout ça, ça parle de la littérature à l'ère d'internet. Et franchement, il y a du grain à moudre. C'est pas ce pourquoi je reviens ici, je viens vous parler des lectures que j'ai terminées, que j'ai entamées. On va faire un petit melting pot et je vais aussi vous parler du livre que j'avais prévu pour un vlog initialement et que j'ai terminé, bien que ce vlog ait été avorté. Je vais déjà commencer par un livre dont je vous avais parlé dans le plan précédent, qui n'est autre que Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Donc dans ce livre, on suit Léna et Phoebe, deux sœurs. L'une est un petit peu la figure de la rebelle, incomprise par ses parents, qui fume des joints en cachette, et qui a quand même quelques problèmes sociaux parce que il s'avère qu'elle est tombée amoureuse de sa meilleure amie lorsqu'elle était au lycée et que cette susdite meilleure amie, Alix, l'a rejetée suite à cela. Et de l'autre côté, on a sa sœur qui vient de passer une première année en université de droit à Assas et qui a fait une grosse dépression à cause de ses études, notamment parce que leur mère lui met beaucoup la pression. Il y a toute une présence du surf également, qui est une passion de la plus jeune, et ça va vraiment être synonyme de l'été, puisqu'elles se retrouvent dans la commune de leur grand-mère, dans la maison de leur grand-mère avec leurs parents, et c'est une famille qui, sur le papier, a l'air tout à fait normale, et qui est en train de se déliter puisque leur père est relativement absent, que leur mère, là encore, est très stricte. Elles vont continuer à essayer de mener leur vie, de vivre avec leur trauma, de les guérir seules et puis ensemble, puisque c'est une famille mais c'est également une relation de sœurs qui est très distendue et on va les voir avancer en chapitres alternés. Comme je le disais dans le plan précédent, c'est une écriture qui est très fluide, c'est un bon point de la plume de Clara Hérault et sur la majorité du livre, j'ai beau avoir senti que c'était du YA middle grade, ça m'a pas semblé simplet pour autant, mais pour le coup, les 20 derniers pourcents ont été un petit peu en deçà de ce que j'en attendais. C'est-à-dire qu'il y a 2 chapitres qui sont centrés sur la plus jeune et que, à diverses reprises, elle évoque le fait qu'elle est un poids pour sa famille. Elle ne cesse de répéter ce que je suis une fille atroce parce que je suis une sœur atroce et ça semble un petit peu de l'autoflagellation. Je comprends le fait que Clara Hérault ait voulu mettre en avant le sentiment de ne pas être adéquate dans cette famille et à cet âge, mais j'ai trouvé ça trop surligné. J'ai bien plus préféré le caractère et la caractérisation de la grande sœur, qui est empreinte de cette envie de bien faire, et elle m'a beaucoup touchée sur cet aspect. L'entrée dans une université qui demande énormément, la pression qu'elle se met, l'aspect dépressif qu'elle a développé pendant ses études, ça a été des éléments qui m'ont beaucoup parlé par rapport à la vie estudiantine et au fait de grandir en règle générale. Très joli roman qui me restera pas autant en esprit que Nos plus belles années, mais je suis très curieuse de voir ce que Clara Hérault va faire à l'avenir. Ça reste un roman très agréable à lire l'été, notamment par le paysage où ça se passe puisque c'est en bord de mer. Ensuite, je vous parle du livre que je voulais lire pour un autre vlog que j'ai annulé et qui n'est autre que One Last Stop de Casey McKinston. Dans ce livre, on suit Auguste, qui est une jeune fille de 23 ans, qui arrive à New York pour ses études en sociologie et qui va rencontrer Jane dans le métro. Et il se trouve que Jane a l'empreinte des années 70. Elle a un blouson de cuir de l'époque, elle ne connaît pas les musiques actuelles, elle a un Walkman et tous les éléments du quotidien qui sont plutôt inhérents aux années 70. Et on va apprendre au fur et à mesure du temps que cette jeune fille est en fait une femme qui est restée dans le métro depuis ces années-là. On est en plein réalisme magique. L'idée initiale était plutôt intéressante puisqu'on allait rentrer dans une petite romance saphique. C'est un livre qui est targeté young adult. J'ai pas de problème avec le young adult, mais je ne sais pas si c'était dû à la traduction ou à l'histoire en elle-même, mais il y a eu des gros problèmes de plume ou de répétition et d'incohérence. C'est-à-dire que Jane est donc une fille qui a toutes les caractéristiques de la butch. Dans la communauté queer, butch, c'est une femme qui a plutôt des caractéristiques masculines. Du moins, c'est comme ça que ça se définit auprès du grand public. Si vous voulez en savoir plus sur la notion de butch, je vous invite très grandement à lire le livre de Wendy Delorme qui s'appelle 4e génération, que j'ai lu l'été dernier et qui m'a permis d'en apprendre beaucoup plus. C'est assez cru.
comme écriture, mais si vous voulez vraiment rentrer au cœur du sujet, allez-y. Bref, je reviens à mon mouton. On va donc suivre Jane et Auguste et leur rencontre dans le métro. Rencontre qui était plus ou moins inopinée. On découvre que Jane est enfermée dans le métro. C'est donc ce pourquoi elle n'a pas bougé depuis les années 70. Et à chaque fois qu'on évoque ce personnage, on parle de l'ange Butch. C'est présent 5 fois en 2 pages. Quand on parle de Auguste, on parle soit de la néo-new-yorkaise, de la jeune étudiante en sociologie ou de la serveuse. J'avais aucun souci initialement. Mais le fait qu'il y ait autant d'occurrences de ces appellations, ça m'a tellement saoulée. C'était simplifiant, simplifié. Il y a eu 2-3 incohérences par rapport au réalisme magique. Là où pouvait y avoir des points de bascule, au bout d'une page, elle réglait le souci, mais comme si elle le balayait. Le seul avantage que j'ai trouvé, c'est que c'est un livre qui est long. Donc il fait 550 pages et que pour autant, il se lit très rapidement. Ou du moins, si on est lancé dedans, si on est pris dans l'intrigue, ça peut être le cas. En fait, c'est un livre qui est pas désagréable sur le coup, mais il me donnait pas envie d'y retourner. Quand j'étais dedans, j'étais lancée, mais il fallait que je me motive pour aller le lire. J'en viens à ce vlog dans lequel je voulais le lire initialement. C'était donc un vlog qui était destiné à la romance. J'ai écouté un livre grâce à NetGalley qui a été compliqué. Je vous en parlerai dans le bilan du mois de juin, mais ça a été très particulier. Et le deuxième, c'est Un jour de David Nichols. Une bonne surprise sur la fin, mais qui pour moi a été trop long. J'en viens juste à vous expliquer pourquoi ce vlog n'a pas eu lieu. J'ai d'énormes a priori par rapport à certains genres. Que ça soit la romance, qui, lorsqu'elle est bien faite, peut être agréable, mais qui, en règle générale, est assez cliché et assez problématique sur certains pans. L'autre genre sur lequel j'ai énormément d'a priori, c'est le développement personnel. Et en fait, quand j'ai commencé ce vlog sur la romance, j'ai peut-être pas fait les bons choix, puisque ça n'a fait que complaire mes préconçus. Donc si vous avez des livres à me recommander dans ce genre, qui peuvent me faire changer d'avis, je suis très preneuse. Passons pour cette lecture-ci, puisque depuis, j'ai entamé d'autres livres et j'en ai lu un. Je vous le montre tout de suite, on va vraiment changer de genre. Hier, j'ai donc lu L'été et noces de Albert Camus. On va suivre plusieurs essais. Il va beaucoup revenir sur son identité et la place que Oran occupe dans son parcours de vie. Il va, grâce à des souvenirs, nous parler de cet amour qu'il a pour cette ville, pour les villes qu'il a découvertes et toutes leurs différences. Noces m'a semblé très difficile d'abordage. Camus, c'est un auteur que j'ai lu, que j'ai relu, que j'ai lu pour le plaisir, que j'ai lu dans le cadre des études. Et ce que j'aime chez Camus, c'est aussi la place de la politique dans ses écrits. C'est vrai que Noces est plutôt un hommage et une ode à cette culture qu'il a forgée. Il va faire la différence entre Alger et Oran. On sent tout ce qu'il a habité toute sa vie et ce qu'il a appris à travers ses villes, mais aussi ce qu'il a appris à travers sa découverte de l'Europe. Été, pour le coup, qui est une autre partie de ses écrits, de ses essais et de ses réflexions, est beaucoup plus tourné sur des enjeux politiques. Bien que ce texte ait été opaque également, il y a quand même beaucoup de passages qui ont résonné, parce que ces textes ont été écrits entre 40 et 50-60. Il y a notamment des textes qui ont été écrits en 46 et 47 et qui ont résonné d'une force assez incommensurable en vue des derniers événements politiques. Je ne sais pas si je vais réussir à vous retrouver le passage qui m'a vraiment sauté aux yeux, mais je vais aller voir ça. En 40, il écrivait « Sachons donc ce que nous voulons, restons fermes sur l'esprit, même si la force prend pour nous séduire le visage d'une idée ou du confort. La première chose est de ne pas désespérer. N'écoutons pas trop ceux qui crient à la fin du monde. Les civilisations ne meurent pas si aisément, et même si ce monde devait crouler, ce serait après d'autres. Il est bien vrai que nous sommes dans une époque tragique, mais trop de gens confondent le tragique et le désespoir. Le tragique, disait Lawrence, devrait être comme un grand coup de pied donné au malheur. Voilà une pensée saine et immédiatement applicable. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui méritent ce coup de pied. Je trouve que ça redonne espoir, et je voulais juste vous donner une idée de l'écriture qu'il peut avoir. Il est quand même empreint de poésie avec une intelligence dans la plume. Pour autant, si vous n'avez jamais lu Camus, je ne vous conseille pas de lire celui-ci. Lisez plutôt La Chute, qui est très court. Le mythe de Sisyphe, si vous en avez envie, puisque là, il va aussi, dans Été, revenir sur des figures antiques et les apposer à la politique, ce que je trouve toujours très pertinent avec sa plume. Mais pour le coup, je préfère le Camus romancier. Je ne suis pas sûre qu'il me restera très très longtemps en tête, mais il y a quand même des idées toujours aussi pertinentes de sa part. Voilà pour les lectures que j'ai terminées, et en version numérique, je suis encore dans la mauvaise habitude
qui fait partie du cabinet de lecture de Flowfly de juin et que je n'ai du coup pas terminé, mais j'en suis à la moitié. L'autrice va revenir sur la place de sa transidentité lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle était adolescente, la manière dont elle en a pris conscience, dont elle l'a vécu en Espagne pendant une période politique qui a été très dure à vivre. Elle va aussi revenir sur la question des travailleuses du sexe, sur la place de la masculinité, la place de l'amour lorsqu'on est quelqu'un de trans, la place de l'acceptation de la part de l'autre. Et c'est écrit avec une plume tellement douce, tellement belle, et qui à la fois montre la violence insidieuse du quotidien. On voit que ses proches n'ont pas forcément envie d'être dans le rejet, mais que, sans le vouloir, ils le sont tout de même. Je me suis lancée dedans sans trop savoir quoi en attendre et je suis très satisfaite. Et l'autre livre dans lequel je suis active, il s'agit d'un recueil de nouvelles horrifiques anglais que j'ai pu avoir grâce à NetGalley Angleterre et qui s'appelle Of the Flesh. Il y a donc plusieurs autrices qui ont rédigé des nouvelles. Il y a, pour ne pas la citer, Mariana Enriquez, Emilia Hart, qui a écrit La Maison au sortilège, et il y a d'autres autrices que je ne connais pas forcément. J'en ai lu 4. Je ne le conseille pas aux personnes qui sont hémétophobes et qui n'aiment pas les choses un petit peu sales, c'est-à-dire qu'on va beaucoup faire mention de pourriture. Il y a quelques petits passages de body horror aussi. C'est assez particulier, mais pour le coup, je n'ai pas peur en les lisant. Je trouve ça juste un petit peu cracra. Franchement, c'est le premier terme qui me vient en pensant à ce recueil. J'ai assez parlé jusqu'à maintenant, je pense. Je reviendrai pour vous faire un petit point sur ce que j'ai lu, sur ce que je vais lire. Je vous retrouve, nous sommes le jeudi 4 juillet. Même si la météo laisse à croire que nous sommes plutôt en automne. Et je reviens pour vous parler du 100e livre que j'ai lu cette année. J'ai donc terminé La mauvaise habitude. Il y avait une plume tellement sensible dans la violence qui a été évoquée, c'est-à-dire que tout est pesant dans le regard sur cette jeune fille qui est en train de se comprendre, d'apprendre qui elle est. Petit à petit, elle arrive à se trouver, à être quelqu'un de pluriel. Et nous aussi, on apprend à la connaître, à la comprendre. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on voit à quel point elle arrive à se tolérer au fur et à mesure, dans l'image totalement différente de ce à quoi on l'a toujours assigné. La narratrice est trans. On l'a su pendant toute son adolescence, après la période franquiste. Et elle va se reconnaître à travers les communautés queer et notamment des personnes trans, mais aussi à travers ces femmes qui sont des travailleuses du sexe autour d'elle. Il y a une oscillation entre le rapport à la famille, le rapport à soi, le rapport au corps, bien sûr. Et c'est fou à quel point elle arrive à trouver des points de repère, de ralliement avec d'autres femmes. Et c'est vraiment une ode à la féminité plurielle, je trouve, ce livre. Et je suis très heureuse d'avoir pu le découvrir grâce à Floris, parce que je suis pas sûre que je me serais penchée dessus sans ça. J'ai enchaîné avec 2 nouvelles de Of the Flesh, dont je vous parlais également dans le point précédent. Et j'ai notamment lu celle de Eliza Clark, qui s'appelle Apples. Et là, ça va beaucoup plus traiter du rapport entre la maternité et la protection de son enfant. On suit une femme qui voit sa fille revenir chez elle alors qu'elle se sent seule. Elle a des rapports très compliqués avec son mari. Il me semble qu'ils sont divorcés ou du moins leur mariage s'est totalement délité. À un moment où elle va pas bien, sa fille lui propose de venir, notamment avec son compagnon. Et ça va un petit peu barder. Ça m'a un peu fait penser à Comfort Me with Apples par la pesanteur qu'il y avait dedans. Comfort Me with Apples, je vous en ai parlé dans le Mid-Year Book Tag. C'est vraiment une sublime surprise. Par sa brièveté, Catherine M. Valent, elle arrive à poser une atmosphère et j'ai ressenti la même chose avec Emilia Hart, ce qui me donne d'autant plus envie de découvrir La Maison au sortilège, mais on verra d'ici quelques temps, puisque hier, j'ai commencé un nouveau livre, à la fois à l'écrit et à l'audio, et c'est ce qui me permet de vous introduire le partenaire de la vidéo. Nextory, c'est la seule application en France qui rassemble à la fois des livres audio, des e-books, des BD et de la presse. Il y a plus de 350 000 titres dans tous les genres et en plusieurs langues.
L'application est disponible sur portable et tablette et propose 3 formules. Une standard de 15 heures d'écoute, une premium de 30 heures avec la possibilité d'écouter sur 2 profils en simultané et enfin une familiale qui offre 50 heures d'écoute où non pas 2 mais 4 personnes peuvent profiter des titres disponibles en même temps. Comme je souhaite découvrir des textes qui végètent chez moi depuis quelques temps, j'ai même pu créer une liste de titres que je possède afin de faire mon choix. Personnellement, j'ai découvert les livres audio en anglais grâce à eux et ça me permet de former mon oreille. Celui que je possède et qui a captivé mon attention sur l'application, il s'agit de Penance de Eliza Clark. Ça se passe au nord-est de l'Angleterre, juste après le vote du Brexit. On suit l'histoire du journaliste à scandale Alex Carelli, qui s'est intéressé au meurtre d'une adolescente dans la ville de Quornsey il y a 5 ans de ça. Il essaie de trouver la vérité, mais il se perd peu à peu dans les témoignages des uns et des autres. Si vous aussi, vous voulez découvrir des livres audio, je vous laisse utiliser mon lien, qui vous offre 45 jours gratuits avec la formule standard pour 15 heures d'écoute par mois. Ça sera en barre d'infos et en commentaire épinglé, et je remercie encore une fois Nextory de me faire confiance. Vous me direz si vous avez écouté Penance, dont je vais un petit peu plus vous parler ici. Penance, c'est donc ce livre de Eliza Clark. Eliza Clark, je l'ai découverte grâce à la chaîne de Basically Brit, dont je ne cesse de vous parler depuis quelques semaines. Et dans ce livre, on suit donc le meurtre de Joanne Wilson, qui était une jeune fille qui a été retrouvée en bordure d'autoroute, qui semble avoir été tuée par 3 de ses camarades. Et ça va beaucoup explorer le contexte de l'Angleterre dans sa précarité. Ça me fait tout drôle de lire ça, puisqu'on est sur une vie côtière où on sent toute l'influence de l'argent et des niveaux de classe entre chacune des filles qui étaient dans ce groupe à la Mean Girls. Ça recoupe tout ce qu'on dit sur Bonnie de Mona Awad, mais avec une empreinte anglaise et qui me touche beaucoup plus. Tout le rapport de classe, il me fait beaucoup penser à ce que j'ai vu quand j'étais en Erasmus. Je pourrais vous en parler longtemps de la ville dans laquelle j'ai été, mais c'est une ville qui a souffert de la désindustrialisation et de la mondialisation et qui a laissé toute une population à l'abandon. Et j'ai le sentiment de retrouver ça dans ce bouquin. Pour vous dire, j'ai déjà lu 86 pages. Je couple avec l'audio qui est très bien narré, d'autant plus qu'il y a des extraits d'interviews. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un thriller, c'est vraiment un retour qui mêle à la fois fiction et réalité et qui, à mon avis, va nous délivrer beaucoup de choses qui infusent au sein de la société anglaise actuellement, notamment avec tout ce qu'il y a de libéralisation. Et je sens que ça va être assez impactant, notamment dans le rapport de hiérarchie entre ces jeunes filles et leur contexte social. Quoi qu'il en soit, je vais le continuer aujourd'hui et dans les jours qui viennent, et bien évidemment, je vous en ferai un retour. Et pour clôturer ce plan, je vais vous montrer les livres que j'ai reçus il y a quelques jours et qui foutent un petit coup dans ma to-be read que j'essaye de baisser incessamment. Comme je viens de vous l'évoquer, j'ai donc reçu bien évidemment Penance de Eliza Clark. Ensuite, pour la fête des pères, nous avons acheté plusieurs livres à mon cher paternel et je suis donc repartie grâce à l'offre qui était en cours avec Été de Edith Wharton. C'est donc un livre de moins de 250 pages dont je ne sais vraiment pas grand chose. Edith Wharton, j'ai envie de la découvrir depuis des mois, si ce n'est des années, avec Le temps de l'innocence. Mais là, ça me permettra de découvrir sa plume d'une autre manière, d'autant plus que le titre me permettra peut-être d'apporter un petit peu de lumière par rapport à la météo actuelle. Ensuite, je vous parle d'un livre dont je vous ai déjà parlé et dont je vous ai même fait l'unboxing pendant le tag de la mi-année, Blue Sisters de Coco Mellors. J'ai encore regardé une vidéo de Jack Edwards tout à l'heure qui disait qu'il avait mis 5 étoiles à ce livre alors qu'il en a mis très peu depuis le début de l'année. On va suivre 3 sœurs qui doivent faire le deuil de la dernière et qui se retrouvent dans l'appartement familial new-yorkais que leurs parents veulent laisser. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie de retrouver sa plume et de profiter de ce qu'elle va me donner et d'avoir le cœur brisé, parce que je suis sûre que ça va être ça. Et enfin, je vous parle des services presse que j'ai reçus de la part de l'Iconoclaste. L'Iconoclaste, c'est une maison d'édition pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. C'est la première maison d'édition qui m'a envoyé des services presse, avec qui j'ai échangé, chez qui je suis allée. Et ça a sonné aussi beaucoup de choses cette année puisque j'ai fait partie du prix des lectrices Vox et Proches qui met en avant les livres parus en poche dans la collection Proche, donc l'édition de poche de chez l'Iconoclaste. J'ai vécu une très très belle expérience. C'était la première édition et si vous-même vous voulez participer à la prochaine, je vous laisse aller faire un tour sur leur compte Instagram. Mais ici, j'ai reçu les 3 livres qui seront parus chez eux dans la rentrée littéraire.
J'ai donc reçu la primo-romancière qui s'appelle Alice Develay avec son livre Tombée du ciel qui revient sur son expérience dans un hôpital psychiatrique lorsqu'elle était atteinte d'anorexie. C'est un sujet qui me touche et je sens que ça va être dur à lire mais que c'est très important. Je sais pas si j'ai hâte mais en tout cas je suis très curieuse. Ensuite je vous parle du livre de Mathieu Palin qui s'appelle Les hommes manquent de courage. On va suivre Jessie qui a un fils qui s'appelle Marco et qui a 15 ans et qui a énormément de mal à le gérer. Et on la découvre au moment où Marco a disparu depuis 3 jours. Et un soir, il l'appelle et lui demande de venir le chercher à une soirée. Ça va être une enquête qui va, je pense, parler de maternité, mais aussi de rapport entre fils et mère. Je ne sais pas quoi en attendre de plus. J'ai eu la présentation de la part de l'auteur et je suis très curieuse puisque le résumé n'est pas exactement ce qu'il nous en a dit. J'ai envie d'aller à l'aveugle dedans et de découvrir sa plume. Et enfin, last but not least, je vous parle de Célèbre de Maud Ventura. Dans ce livre, on suit une protagoniste principale qui n'est pas encore célèbre mais qui sait qu'elle va le devenir. Et elle l'assure auprès de tous ses proches et de toutes les personnes qu'elle rencontre. Et on va la suivre dans cette gradation vers le luxe et le paraître. Et je sens que ça va encore être un personnage très antipathique qu'on va adorer lire. Et pour le coup, il est bien plus long que Mon mari, que j'avais adoré. Il fait près de 500 pages, si ce n'est plus. Et je me délecte déjà d'avoir encore plus de lignes à lire, de cette plume acerbe, moderne et caustique de la part de Maud Ventura. Donc voilà, après avoir parlé pendant plus de 20 minutes, je vais vous laisser, je vais terminer mon café et aller monter ce que vous avez déjà vu. Et puis nous, on se retrouve sûrement pour que je clôture cette vidéo. On se retrouve, on est le samedi 6 juillet. Vous remarquerez peut-être que la qualité de vidéo a changé et que mon regard est un petit peu d'un côté puis d'un autre. C'est tout simplement parce que hier, j'ai dépensé toutes les économies que j'avais faites depuis plus d'1 an pour acheter la caméra avec laquelle je filme, qui aura également la possibilité d'avoir un micro que je n'ai pas encore reçu. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais bon, c'est vrai qu'après 5 ans sur YouTube, j'avais envie d'upgrade un petit peu. C'est ce qui se passe quand on a une passion, c'est qu'on a envie de s'améliorer et d'avoir du matériel de qualité. Mais passons, on n'est pas là pour parler de ça, mais bien de livres. J'ai avancé plutôt drastiquement dans Penance de Eliza Clark, puisque actuellement je suis à la page 260-265 et j'apprécie beaucoup. Là où on pourrait croire que c'est un livre thriller enquête, elle va beaucoup plus loin et elle traite le sujet avec beaucoup d'intelligence. Je trouve ça très pertinent parce que à travers ce prisme de jeune fille, de dynamique, de hiérarchie au sein du lycée, elle traite de problématiques sociales au sein de l'Angleterre. C'est ce que je disais dans le plan précédent, mais je trouve ça très très bien fait. À l'audio, il me reste 4h30 et à l'écrit, il me reste 170 pages. Je pense l'avoir terminé après-demain, demain peut-être. Je suis très satisfaite de cette découverte. Il y a des longueurs, c'est certain, mais elles apportent quelque chose à l'histoire. Et c'est en ça que je trouve ça intelligent. Parce qu'on a l'impression que ça se perd un peu, et d'un autre côté, on sent que ça a un fond. Ça revient aussi sur l'aspect true crime qu'il y a en société, et c'est quelque chose que je trouve très voyeuriste, que j'avais détesté dans Mort d'une libraire de Alice Slater, mais là pour le coup je trouve ça bien traité parce que c'est quelque chose qui me dérange en règle générale. Ça débunk tous ces contenus-ci. Ça vient mettre un pied dans la fourmilière dans tout ce qu'il y a d'attrayant dans ces contenus-là. Parce qu'il y a plusieurs des adolescentes qui sont très fascinées par ce genre de choses. Il y a tout un aspect des années 90 avec Tumblr notamment, des années 2000 plutôt même, et cette partie sombre de Tumblr qui s'intéressait aux creepypasta. Je vous laisserai regarder ce que c'est si vous ne connaissez pas les creepypasta, mais en tout cas c'est tout un aspect horrifique auquel je m'attendais pas dans le livre et qui sert vraiment le propos. Je vous laisserai jeter un œil au résumé en français si vous voulez. Pour l'instant, ça me plaît plutôt. Et ensuite, tout à l'heure, j'ai lu le 5e tome de La Petite Faiseuse de livres. Je commence à me lasser, pour être très honnête. Même s'il y a des avancées dans l'histoire, je suis pas hyper captivée. Donc je verrai si j'achète la suite ou non. Et un petit peu plus tôt, j'ai regardé / lu, si on peut le dire comme ça, une nouvelle de Andy Weir qui a été adaptée en court-métrage. Et c'est une nouvelle de science-fiction.
Andy Weir, c'est un auteur de science-fiction très connu. Je ne suis pas une adepte de science-fiction et pour le coup, celle-ci m'a parlé. Je vais pas vous en faire un résumé, je vous mettrai le lien de la vidéo que je trouve très bien réalisée en barre d'infos. J'avais ouï dire par rapport à cette nouvelle grâce à la vidéo de The Book Leo qui lisait plusieurs nouvelles et qui traitait justement le sujet sous l'aspect de ce n'est pas assez prenant, ce n'est pas assez impactant et ça ne délivre pas assez de choses en si peu de pages. Et pour le coup, j'ai trouvé que The Egg était assez intelligemment faite, très soft SF si on veut, dans le sens où ça semblait pas trop tiré par les cheveux, pas trop éloigné et que ça révélait quand même beaucoup de choses assez proches de la réalité pour me toucher. Ça va beaucoup traiter de la mort et de ce que c'est que la vie après la mort. C'était si bien fait et si bien écrit que ça me donnerait presque envie d'aller regarder ce qu'il a écrit en tant que roman. Voilà pour ce que j'ai lu. J'ai aussi avancé dans le recueil Of the Flesh, mais depuis que j'ai lu la nouvelle de Emilia Hart, je n'arrive pas à être captivée par une nouvelle, bien que j'en ai lu une qui traite de racisme avec un ton très satirique que j'adore en horreur. Je trouvais ça assez expéditif. Je sais pas encore ce que je vais lire après. Peut-être Le cœur cousu de Carole Martinez, et je sais que Oriane, si elle passe par là, sera très heureuse de l'entendre. C'était une proposition du club de lecture de Flowfly pour le mois de juillet qui n'a pas été retenue. Pour le coup, je n'irai pas La Maison aux Esprits qui a été le livre sélectionné. Je me tenterai peut-être au cœur cousu de Carole Martinez qui trône sur mes étagères. Je sais pas ce que j'écouterai après, sûrement un livre dans une thématique précise pour un autre vlog. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu, qu'il aura pu vous faire un petit peu sortir de l'actualité. Je pense qu'à l'heure où il sortira, le deuxième tour des élections législatives aura rendu son verdict. Quoi qu'il advienne, j'espère que vous aurez voté à gauche et que vous continuerez à croire en vos convictions, que vous aurez encore un peu d'espoir. Et puis j'espère qu'on sera là pour se soutenir et pour penser la société avec des valeurs d'acceptation et qui prônent la tolérance. Voilà, sur ce, ciao.